Bonjour André Chassaigne. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du groupe GDR, le groupe de la gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale. Le Parti communiste français tenait hier sa journée parlementaire, l'occasion pour vous de mettre la lumière sur votre groupe largement renouvelé et rajeuni, mais aussi pour présenter votre contre-projet de budget 2018 pour affirmer votre place dans l'opposition du quinquennat d'Emmanuel Macron. On va y revenir ensemble, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui, André Chassaigne? C'est surtout un regard de reconstruction d'une gauche qui est une gauche de combat, une gauche de transformation de la société. Et c'est-à-dire une forme d'obsession que j'ai en ce qui me concerne, de travailler les convergences avec d'autres organisations, avec d'autres mouvements, de travailler les ponts, et en particulier à l'Assemblée nationale avec la France insoumise, mais aussi avec la nouvelle gauche. Je crois qu'il faut qu'on soit dans une phase de reconstruction et la transformation de la société ne nous tombera pas du haut avec un seul mouvement, avec une seule organisation. Alors on va revenir sur les convergences à gauche. Mais d'abord, vous présentez aujourd'hui un contre-projet de budget pour 2018. Allez, on va rêver un tout petit peu. Je vous nomme ministre du budget et des comptes publics, là tout de suite, maintenant. En quoi votre budget va changer la vie des Français très concrètement, André Chassaigne? Eh bien, c'est chercher l'argent là où il est d'abord. D'abord chercher l'argent là où il est et s'attaquer de front. Et pour moi, ce serait la priorité à toutes les questions de fraude fiscale, d'évasion fiscale, voire retravailler la question d'optimisation fiscale et faire rentrer ces dizaines de milliards qui échappent chaque année au budget de la nation et qui permettraient de répondre à des besoins de la société. Je pourrais prendre, si j'en avais qu'un seul exemple à prendre, celui de la santé, celui des soins, des hôpitaux de proximité, celui du maintien des services publics dans leur ensemble. On peut, avec un budget alternatif, faire une politique différente. Vous pensez qu'il a les mains libres pour faire ce qu'il veut pendant 5 ans, Emmanuel Macron? La contestation sociale est derrière lui aujourd'hui? Je pense qu'il a les mains libres dans la mesure où il est comme une locomotive qui est en marche, c'est le cas de le dire, et qui ne veut pas se détourner de sa voie. C'est fondé sur une idéologie qui est l'idéologie de l'ultralibéralisme, un ultralibéralisme, et je pense qu'il ira jusqu'au bout pour faire passer les réserves qui répondent aux attentes, aux exigences de ceux qui l'ont mis au pouvoir, c'est-à-dire le monde des affaires. Pourquoi le mouvement social ne prend pas, d'après vous? Il a raison, Jean-Luc Mélenchon, de dire que la bataille syndicale a été mal conduite? Moi, je ne me permettrai pas de porter une appréciation sur la bataille syndicale. Sans doute qu'on n'a pas les résultats escomptés. Je crois que la CGT a fait son travail, a vraiment développé tout ce qu'il était possible de faire pour rassembler. C'est vrai qu'au final, le résultat en termes de rassemblement et donc d'efficacité n'était pas là, mais on voit bien que le mouvement social, il est fait de flux, il est fait de reflux, et qu'à un certain moment, il peut y avoir une tempête qui se lève et qui n'a pas été attendue. Alors je l'ai dit, hier vous étiez réunis pour une journée parlementaire avec l'ensemble de vos députés et sénateurs. C'était quoi l'enjeu? C'était de revenir sur la scène médiatique? L'enjeu, c'était d'abord faire connaître le fait que l'on a maintenu 2 groupes. Un groupe au Sénat, un groupe à l'Assemblée nationale. Il y a 6 mois ou 1 an, qui aurait pu penser qu'on pouvait maintenir 2 groupes parlementaires? Et c'était surtout mettre en musique ces 2 groupes, pour plus d'efficacité, pour plus de visibilité dans le paysage médiatique et dans le paysage politique. Et c'est nous mettre d'accord sur des actions conjointes, partagées, à conduire, et avec nos propositions qu'il faut rendre publiques. Et vous présentez votre groupe comme une bouffée d'oxygène. Qu'est-ce qui a changé depuis la précédente législature? Ça veut dire que pour être audible, il faut renouveler? C'est la leçon que vous en tirez? Je dis bouffée d'oxygène, j'utilise une autre expression. Je dis pour moi, qui suis à mon 4e mandat et mon 2e mandat de président de groupe, je vis une forme d'âge d'or. Ce qui n'est pas lié à mon âge, mais une forme d'âge d'or parce qu'on a un groupe d'abord avec 11 députés communistes, plus 6 députés d'outre-mer, de différents partis progressistes d'outre-mer. Ces 11 députés communistes, on a 9 nouveaux. Les 2 plus anciens sont Marie-Georges Buffet et moi-même. Et ces 9 députés qui sont arrivés, ils viennent avec de l'expérience, avec une pêche du tonnerre, une intelligence, ils interviennent en séance, on travaille les textes, il y a une activité qui est une activité concrète et surtout réfléchie en portant des perspectives politiques. Ils ont peur de rien.
Et donc ça nous donne une pêche du tonnerre, et comme président de groupe, je vis un petit bonheur. Et sur la méthode, quelle est la méthode que vous allez privilégier? On reproche souvent aux populistes de gauche d'être trop souvent sur le registre de l'émotion ou des affects. Les communistes ne le sont peut-être pas assez? C'est un sujet qu'on aborde souvent entre nous dans nos réunions de groupe. Hein. Je dis, n'allons pas faire la course à l'échalote. C'est-à-dire que les insoumis, ils ont leur style, ils ont leur pratique de la politique, ils ont un véritable talent au niveau de la communication, ils ont une façon de sublimer un peu leurs interventions. Nous, on est davantage sur le fond des textes, on est davantage sur des interventions qui sont des interventions très argumentées, pour essayer de dresser une perspective politique avec des propositions concrètes, avec des interventions que l'on veut avoir du corps. Et je pense que le temps travaillera pour nous. Ne dévions pas par rapport au choix que l'on a fait, d'aller au fond des choses, d'être utile aussi et d'essayer de faire évoluer les textes qui nous sont proposés, d'avoir une opposition frontale, mais n'allons pas faire des artifices pour rivaliser avec d'autres qui seront bien meilleurs que nous dans ce domaine-là. Alors là, c'était sur la méthode. Sur le fond, je pense notamment à la question de l'écologie. Vous allez évoluer, vous avez évolué, je pense au nucléaire notamment. Je pense qu'on a du mal à évoluer. J'allais dire que c'est très très culturel pour les communistes. D'un côté, on dit il faut qu'on bouleverse, l'économie que l'on a, et qu'on aille vers une économie complètement différente, avec un mode de production complètement différent, avec un mode de consommation complètement différent. Et dans les faits, dans la réalité, souvent, on a du mal à franchir le cap. Si on parle du nucléaire, je pense qu'on a évolué par rapport à ça, parce qu'on a toujours été, disons, scotché à une forme de scientisme, en considérant l'évolution de la science, des technologies, va nous permettre d'apporter des réponses, par exemple, sur les questions de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, là où on en est, c'est de ne pas dire, il faut qu'on s'accroche au nucléaire, il faut qu'on se pose la question, quand on va sortir du nucléaire, et comment on va sortir du nucléaire, mais pas seulement en disant, on est contre le réchauffement climatique, on est contre le nucléaire, mais en disant comment on peut à la fois lutter contre le réchauffement climatique, sans utiliser donc de l'énergie carbonée, et d'autre part, sortir du nucléaire en développant des productions énergétiques alternatives, renouvelables. Et pour cela, la réponse que l'on a, nous, c'est une maîtrise publique. Si on n'a pas de maîtrise publique là-dessus, je pense qu'on ne résoudra pas le problème, notamment le problème d'une sortie du nucléaire réfléchie et non pas démagogique, en disant on va sortir du nucléaire du jour au lendemain. La Benjamine de votre groupe, Elsa Faucillon, disait hier qu'on ne peut pas parler du communisme du XXIe siècle sans mettre en avant les nouveaux visages. C'est quoi le communisme du XXIe siècle, alors, André Chassaigne? Pour moi, le communisme du XXIe siècle, c'est le communisme d'hier et de l'origine. C'est-à-dire, je pense que par nature, le communisme devrait être humanité, devrait être mise en commun, devrait s'extraire de cette gangue dans laquelle il était enfermé, là où on a eu des pays dits socialistes et qui étaient portés par des partis communistes. Il faut qu'on soit fier d'être communiste, qu'on ne se cache pas de cette appartenance-là, et qu'on essaie de montrer que le communisme, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'humain, c'est véritablement une société qui peut rendre heureux. Et jusqu'à maintenant, ce message-là, on n'a pas réussi à le faire passer. Et c'est pas en étant contracté, en étant timide sur le mot communiste qu'on se sortira. Je crois qu'au contraire, il faut qu'on affirme ce mot et qu'on l'affirme sans complexe. Donc vous êtes plutôt Alain Badiou plutôt que Pierre Laurent. Pierre Laurent, lui, il est plus pour une évolution du nom même du Parti communiste, alors qu'Alain Badiou vient de publier un ouvrage avec Aude Lancelin d'ailleurs, où il tient à ce que les communistes maintiennent le nom de Parti communiste. Moi, je suis très attaché à ça aussi. C'est pas en changeant l'appellation qu'on sera admis pour autant. Je crois que c'est plutôt en termes de façon d'être, en termes d'imprégnation dans la société, et qu'on retrouve ces fondamentaux, et notamment un fondamental, par nature. Un parti communiste doit être une force de rassemblement et non pas un parti recroquevillé sur lui-même. Alors hier, je recevais Mathieu Grégoire, il est sociologue, il travaille notamment sur les questions d'emploi et de chômage. Il vous a posé une question. Il vous demande si la lutte pour le plein emploi est la seule perspective que propose le Parti communiste français aux salariés. Il prend notamment, d'ailleurs, il pose la question parce vous avez déposé un amendement récemment pour limiter les CDD à 5% d'entreprises, et lui, il considère que ça revient à fragiliser encore plus les précaires. On n'a jamais parlé du plein emploi en tant que tel. Notre proposition, c'est pas le plein emploi. Enfin, ce que je porte, moi,
et ce que nous portons, c'est ce que l'on appelle une nouvelle forme de sécurité sociale, une sécurité emploi-formation. Ce n'est pas la même chose. C'est considérer que durant une vie d'activité professionnelle, il peut y avoir des périodes d'emploi, mais il peut aussi y avoir des périodes de formation. Ça avance tellement vite, les nouvelles technologies, ça avance tellement vite qu'aujourd'hui, ça exige une mobilité. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça plein emploi, je dirais plutôt sécurité, une forme de sécurité qui fait une alternance entre les périodes d'emploi et les périodes de formation. Je cite souvent mon père qui était ouvrier chez Michelin, qui était, toute sa vie, il était sur la même machine. Il était sur la même machine. Je visitais cette machine, il m'a montré cette machine en 1968, je suis persuadé, pendant les 40 années qu'il était chez Michelin, il a été sur la même machine, sur la même rectifieuse. Toute sa carrière. Aujourd'hui, c'est une accélération terrible. Donc il faut qu'on alterne les périodes d'emploi, les périodes de formation. C'est toute notre proposition de sécurité emploi-formation tout au long de la vie. C'est la sécurité sociale d'aujourd'hui. Ça sera un acquis à la hauteur de celui qu'on a eu avec la sécurité sociale issue du Conseil national de la résistance. Je suis tenté de vous poser une dernière question, puisque vous avez commencé cet entretien sur la question des convergences à gauche. C'est dans votre combat, dans votre combat du quotidien. Vous croyez que la gauche peut converger, peut se rassembler pour les prochaines échéances? C'est possible? C'est un combat, là aussi, effectivement, c'est un combat. En tout cas, on travaille là-dessus. Depuis le début de la mandature, on l'a fait autour du verrou de Bercy. Conférence de presse commune avec les insoumis, avec les socialistes. On l'a fait avec un dépôt de recours au Conseil constitutionnel. On va le refaire là. On travaille sur le PLF pour essayer d'avoir un recours ensemble aussi. On travaille avec des fiscalistes là-dessus. Je crois qu'il faut qu'on comprenne bien qu'il n'y aura pas une prise de pouvoir avec un programme de transformation de la société si on ne se rassemble pas. Ça ne peut pas venir d'un seul mouvement, ça ne peut pas venir d'un seul, un seul leader. C'est quelque chose qui doit être construit, qui doit être pluriel, qui doit être complémentaire. Et l'enjeu, c'est ça. Et notre histoire, l'histoire de notre pays a toujours vu des flux et des reflux là aussi. Et on voit bien que chaque fois qu'il y a eu des conquis sociaux, chaque fois, les conquis sociaux sont venus de phase de rassemblement. Il ne s'agit pas de dire « hier vous avez fait ça, hier vous avez mené telle politique, moi je regarde aujourd'hui ce que l'on peut faire ensemble demain ». C'est possible un groupe France Insoumise PC d'ici à la fin de la législature? Je ne pense pas parce que je pense qu'on a une complémentarité et que si justement nous, le groupe des députés communistes, on veut travailler à ces convergences, c'est pas en étant avalé par un groupe de France Insoumise qu'on pourra faire progresser ces convergences au sein de l'ensemble de la gauche. Merci beaucoup André Chassaigne. Demain, je reçois Christophe Prudhomme, il est le porte-parole des médecins urgentistes hospitaliers de France. Quelques jours après les annonces de la ministre de la Santé, on lui demandera si l'hôpital public est menacé. Vous avez une question pour lui? Ah, j'ai une question pour lui. C'est comment on peut faire pour lutter contre la désertification médicale. Et je pense qu'une des réponses, c'est d'adosser aux hôpitaux publics de proximité, voire éventuellement à des EHPAD, des centres de santé. Je pense que la réponse, ce sont des centres de santé. Je voudrais bien est-ce qu'ils partagent cette proposition de développer partout dans le pays des centres de santé, c'est-à-dire sortir d'une médecine de ville uniquement libérale, parce que sinon on court la catastrophe. On a de plus en plus de territoires où on ne peut pas trouver un médecin, avec des populations désemparées, avec une très grande angoisse qui se développe. Il faut donc qu'on prenne ça à bras-le-corps et je voudrais l'interroger sur cette proposition des centres de santé qui puissent irriguer nos territoires. On lui posera la question. Merci beaucoup.